Bonne année à vous. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes déjà en 2023 sans doute. Nous par contre, dans le scan, nous sommes toujours bloqués dans le passé pour vous conter les faits marquants de l'année 2022. Pourra-t-on lire plus tard dans les livres d'histoire que 2022 était l'année de la Nia pour le Maroc? Entre succès diplomatique, succès footballistique ou encore élan de solidarité sans précédent lors du drame du petit Ryan, la Nia s'est invitée dans un océan de drames et dans une inflation record. 2022, année de tous les rebonds, mais alors que retenir? Quelle actualité marquante et quel impact? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce vendredi 30 décembre 2022, dernier épisode du Scan de l'année, je vous propose une rétrospective. C'est peut-être la musique qui résume le mieux l'année 2022, année de tous les rebonds. Je vous le disais en introduction, une année qui a débuté malheureusement par le Covid, avec un nouveau variant, Omicron, et le premier décès d'un Marocain. Le Maroc enregistre son premier décès dû au variant Omicron. Il s'agit d'une femme âgée de 67 ans qui avait été admise à la fin du mois de décembre dernier dans un service de réanimation du Royaume. Et à l'époque, le professeur Jafar Haikal n'était pas inquiet et rassuré sur l'impact de ce variant. Le fait qu'il se transmet de plus en plus et à une grande rapidité va toucher un maximum de monde vacciné ou non vacciné. Mais ce qui est important, c'est qu'il va créer une sorte de nouvelle immunité protectrice post-infectieuse naturelle qui, adjointe à la stratégie de vaccination, va donner un niveau de protection tellement élevé au sein d'une population que de nouveaux variants auront du mal à s'installer. Bilan des courses, Covid a presque disparu de la circulation au Maroc, même si de nouveaux variants de moindre intensité ont fait leur apparition. Quelques semaines plus tard, après cet épisode du Scan, un rapport du Conseil de la concurrence sur les laboratoires durant Covid annonce que les différents tests du Covid-19 ont permis un résultat net moyen par laboratoire entre 900 000 et 1,7 million de dirhams. Ma consoeur Manal Zedaimi a interrogé Ahmed Raou, président du Conseil de la concurrence à l'époque, sur la méthodologie de calcul du résultat net par laboratoire. Alors, tous les laboratoires ne font pas ce chiffre. Certains en font beaucoup plus, certains font moins. Quand un laboratoire a déjà amorti ses équipements, il gagne plus d'argent que celui qui vient d'investir, fatalement. L'investissement est nouveau. Deuxième élément, quand un laboratoire fait beaucoup de tests, évidemment, il amortit son matériel sur la journée beaucoup plus rapidement. Donc, on a pris une moyenne de tests, une cinquantaine ou une soixantaine. Évidemment, on gagne plus d'argent quand on fait plus, on gagne moins d'argent quand on fait moins, c'est évident. Même au niveau des marges unitaires, je ne parle pas du global. Deuxième événement marquant de cette année 2022, le mouvement MeToo-Univ. L'administration est dans ma poche, chérie. Monsieur, je veux valider le semestre, s'il vous plaît, j'ai beaucoup travaillé. حصلتي دابا بغيتي validation اجي دير une séance de fellation. Fin décembre 2021, début janvier 2022, des élèves de plusieurs universités marocaines se confient à des réseaux féministes sur des agressions sexuelles subies par des professeurs, ainsi que des cas de harcèlement. Leila Chik, journaliste de la rédaction, sort le dossier harcèlement sexuel à l'université La Déflagration. Avec ma collègue Fanny Azak qui co-signe le dossier, parce qu'on avait commencé déjà il y a 6 mois à enquêter là-dessus. On avait publié un appel à témoignages et on avait eu pas mal de témoignages finalement d'étudiantes qui parlaient de ce phénomène de harcèlement sexuel. Et le mouvement MeToo-Uni va créer un fait sans précédent au Maroc avec l'arrestation et la condamnation de plusieurs enseignants. On en parle d'ailleurs dans le dernier scan avec Achak du 28 décembre 2022. Troisième événement, le drame de Ryan. الكل كان يمني النفس بأن تنتصر إرادة الحياة لكن طبعا طبيعة السقوط وطبيعة الظروف أدت وأودت بحياة الطفل. Début février 2022, Ryan, un petit garçon de 5 ans, tombe dans un puits de la région de Chefchaouen. Très vite, des milliers de personnes et de secouristes vont se réunir pour tenter de sortir le petit homme.
Après pratiquement 5 jours d'efforts, le corps sans vie de Ryan sera sorti devant les caméras du monde entier. Un drame qui a affecté le cœur des Marocains. Reda Masni, psychoclinicien, témoigne à l'époque. On a vécu une espèce d'euphorie à l'annonce de la sortie du petit et quelques minutes après on nous annonce le décès du dernier. Ça a été assez choquant, un choc terrible pour l'ensemble des personnes impliquées et qui nous renvoie à nos propres pertes et à nos propres angoisses. C'est un parcours de vie qui va déterminer comment l'implication psychologique de cette annonce-là va nous affecter. Le drame de Ryan a été suivi dans le monde par plus de 2 milliards de personnes. 22 mars 2022, c'est un tournant international, le début de la guerre en Ukraine. Le jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux 4 coins du pays, les Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes. Dans le scan, Soraya, une étudiante marocaine en Ukraine, nous raconte l'enfer et la détresse que vivent les étudiants marocains restés bloqués dans le pays. On ne se sent malheureusement pas en sécurité parce qu'on n'est pas chez nous. Et nous-mêmes, on ne savait plus quoi faire. Et moi-même, j'ai vraiment commencé à pleurer. Et j'avais plusieurs questions dans ma tête. Je me disais, mon avenir, qu'est-ce que je vais faire ? Un mois après, alors qu'une bonne partie des étudiants ont pu quitter l'Ukraine, la Russie, elle, voit plus de 400 entreprises étrangères quitter son territoire. Mais Raja Ben Saoud, juriste spécialisé en droit des affaires, prévient Moscou met en œuvre une politique de substitution des produits proposés par ces entreprises. Nous avons appris que la Russie envisage d'alléger les règles de la propriété intellectuelle, les règles qui protègent notamment les marques, les brevets des entreprises étrangères. Et bien, tout cela pour permettre à des entreprises russes d'utiliser soit les mêmes produits ou peut-être même des ressemblances avec les marques qui ont quitté. McDonald's aujourd'hui a été désigné comme une cible probable. Aujourd'hui, l'Ukraine reste en guerre, même si la situation penche plutôt en faveur de Kiev, et certaines entreprises internationales comme McDonald's ont effectivement bel et bien été reprises par des Russes avec un nouveau naming. Dès le mois d'avril, la guerre en Ukraine commence à se faire ressentir au Maroc. Le prix du carburant connaît une hausse vertigineuse, plus de 15 dirhams le litre à la pompe. Et Aziz Arnouch est dans le viseur des Marocains, tel qu'elle consacre un dossier spécial intitulé « Prix des carburants, le jeu ambigu d'Arnouch ». La même semaine, le chef du gouvernement est interpellé à ce sujet au Parlement. Hussam Hatim, journaliste de la rédaction, nous décrit la prise de parole du chef du gouvernement. Son intervention intervient dans un climat très tendu, marqué par la hausse des prix des produits de première nécessité, notamment ceux des carburants. Elle intervient aussi dans un contexte où plusieurs fédérations du secteur font grève ou appellent à faire grève. Une partie de l'opposition et des professionnels demandent des subventions pour atténuer le prix des carburants. Ce sera le cas pour certains professionnels, mais ce sera niet pour l'ensemble de la population pour Aziz Arnouch. 3 mois plus tard, dans un nouveau scan, Aziz Arnouch laissera-t-il des plumes avec la hausse des prix des carburants? Aziz Arnouch laissera-t-il des plumes? C'est la question que nous nous posions car un hashtag va déferler durant l'été, le hashtag Dégage Arnouch. Moustapha Saimi est politologue, il souligne la crise de confiance envers le chef du gouvernement, y compris au sein même des partis de la majorité. On a le sentiment que le chef du gouvernement n'a pas un soutien politique, il a encore moins un soutien populaire. Et j'ajoute que même au sein de ces deux alliés, au sein de la majorité, pour ce qui est de ces deux alliés, en l'occurrence Parti d'Istiqlal Nizam Baraka et le PAM de Abdelatif Wahbi, il y a une distanciation qui est faite par rapport à Aziz Arnouch. En mai, à la une de Tel Quel, Icos, le grand enfumage, un dossier signé Manal Zenaibi et Leila Cheikh. Tel Quel vous interpelle sur les dangers de ce nouveau mode de tabagisme qu'est le tabac chauffé. Tabac chauffé proposé donc par Icos, nouvelle marque de Philip Morris. Something wonderful happens when you change to Philip Morris. Manal Zenaibi nous explique qu'à travers un martèlement illégal et un marketing agressif, Icos arrive à sortir son épingle du jeu
et faire passer ce nouveau produit comme un produit quasiment non nocif. Philip Morris assure que le tabac chauffé est moins nocif par rapport à la cigarette conventionnelle de 95%. Il faut savoir que ce pourcentage, il le sort d'études qui sont subventionnées par Philip Morris. Mais cette minimisation de la nocivité a été remise en cause par la communauté scientifique à travers le monde. Donc il y a eu des études qui ont été faites par des organismes indépendants et qui ont démontré qu'ils réfutent la diminution des agents toxiques dont l'aérosol qu'émet l'IQOS. 24 juin 2022, c'est le drame de Melilla. Des dizaines de corps enchevêtrés, des morts et des blessés, parmi ces migrants qui tentent de forcer les portes de l'Europe. Selon les témoins, près de 2000 hommes originaires d'Afrique subsaharienne quittent leur campement au Maroc et se dirigent en masse, armés de pierres et de bâtons, vers la clôture grillagée qui sépare Maroc et Espagne. Une semaine après le drame, l'ONU réclame une enquête indépendante. Mehdi Alioua est sociologue, expert en migration. Il tire les premières leçons du drame dans un épisode du Scan. Ce drame est le résultat de 20 ans d'intensification, de sécurisation des frontières, dans lequel les personnes qui se trouvent en situation de grande pauvreté et souvent désespérées, et même parmi elles des demandeurs d'asile potentiels, des réfugiés qui mériteraient d'être pris en charge selon le droit international et même le droit national, se trouvent dans de telles situations où ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de passer en force dans ces enclaves espagnoles. 6 mois plus tard, fin 2022, le drame semble bien avoir été oublié du paysage médiatique. Mais Amnesty International, en décembre, accuse les autorités marocaines et espagnoles d'avoir, je cite, contribué à la mort de moins 37 migrants et de dissimuler la vérité sur ce drame. 16 août 2022, c'est un coup de tonnerre au Maghreb. Pour la première fois de son histoire, la Tunisie reçoit le chef du Polisario en marge du sommet Afrique-Japon. Comment en est-on arrivé là ? Yacine Mejdi, à l'époque directeur des rédactions de Tel Quel. Alors c'est la question à laquelle je pense tous les diplomates marocains souhaiteraient répondre, Landry. Mais plus sérieusement, je pense que le geste est étonnant. Du côté tunisien, on soutient que l'invitation qui a été adressée au chef du Polisario viendrait de l'UA, qui serait l'un des organisateurs de l'événement et non pas de la diplomatie tunisienne. Mais même si l'invitation a été adressée par l'UA, on ne comprend toujours pas pourquoi il y a eu un tel protocole qui a été déployé pour recevoir Brahim Rally. On parle quand même de tapis rouge à l'aéroport, salon d'honneur, accueil avec les honneurs en somme. Et une bise également. Qui aurait pu imaginer une bise entre un chef du Polisario et un président tunisien ? Effectivement. Est-ce que cet accueil signifie une reconnaissance de la race d'Yassine ? Tout simplement non, Landry. On peut prendre un exemple, par exemple, le sommet UE-UA qui s'est tenu en février dernier à Bruxelles. L'UE en tant que tel, avec l'UA, a reçu une délégation de la race ou du Polisario. Mais cela ne signifie pas que l'UE reconnaît le Polisario. L'UE reconnaît l'Union africaine en tant que partenaire, mais pas l'intégralité de ses membres. Et depuis cette visite, la crise est toujours palpable entre Tunis et Rabat. Quelques jours plus tard, fin septembre, c'est un autre événement international qui concerne le Maroc, et c'est un au revoir. Un adieu en coulisses, presque en secret. Hélène Le Gall, l'ambassadrice de France au Maroc, est annoncée sur le départ pour Bruxelles. Après des mois de crise de visa, l'ancienne conseillère de François Hollande aura vécu 3 années chargées de crises et d'erreurs de communication. Crise Covid, crise Pegasus, crise des visas, mais aussi des tweets malencontreux. Où va Hélène Le Gall ? Ibrahima Bayo Jr., journaliste à la rédaction de Tel Quel, vous êtes l'auteur de l'article « La shortlist des successeurs potentiels de Hélène Le Gall » disponible sur telquel.ma. Hélène Le Gall qui devrait donc quitter l'ambassade de France fin septembre et prendre la tête d'un département à Bruxelles, le département Afrique du Nord et Moyen-Orient du Service européen pour l'action extérieure. C'est quoi ce Service européen pour l'action extérieure, Ibrahima ? Alors, le service extérieur, en gros, c'est l'assistant du haut représentant de l'Union européenne, la haute représentation de l'Union européenne, qui est une sorte de ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui est chargé de la politique
extérieur de l'Union européenne qui comprend plusieurs volets. Alors c'est un organe institutionnel de l'Union européenne qui est organisé en conseil d'administration, assisté par plusieurs directions. Et justement, Hélène Le Gall va prendre une des directions qui est la direction Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et en décembre, la ministre française des Affaires étrangères est venue en visite au Maroc et a annoncé la fin de la restriction des visas pour les Marocains. Une victoire diplomatique du Maroc pour certains, alors que Paris réfléchirait à revoir sa qualification du plan d'autonomie du Sahara pour s'aligner sur les positions de Madrid et de Berlin en faveur du Maroc, obtenues également en 2022. En novembre, avant la Coupe du Monde, Tel Quel donne la parole aux livreurs Glovo, Jumia Food et Yassir. C'est éprouvant, on se sent comme des esclaves. Tu ne dois jamais dire non. On t'empêche même d'aller déjeuner et tu n'as pas la main sur les commandes. En gros, tu te sens comme un moins que rien. Pour la première fois dans une enquête globale sur les 3 livreurs de repas, un média vous dévoile les tarifs pratiqués. De 4 à 12 dirhams par repas livré pour chaque livreur. Anan Lacheb, directeur communication de Glovo Maroc, réagit à la une de Tel Quel et défend bec les ongles dans le scan le statut d'auto-entrepreneur pour les livreurs. Selon nous, ce statut est clairement équitable. Surtout au Maroc, ce statut a permis de répondre à plusieurs défis, notamment les défis de l'économie informelle. Il a permis à plusieurs jeunes de pouvoir bénéficier ou de se créer ces nouvelles opportunités. Donc on pense que c'est clairement un statut porteur. Le fait de ne pas embaucher directement les coursiers, c'est pas une question d'argent, c'est une question de modèle économique, mais c'est aussi les avantages qu'il apporte aux coursiers. Dernier événement marquant de l'année 2022, le parcours du Maroc en Coupe du Monde. Face à Belou avec le penalty. La Coupe du Monde au Qatar, première Coupe du Monde arabe, dans laquelle les Lions de l'Atlas vont réaliser un parcours exceptionnel en terminant 4e au pied du podium. À l'époque, dans un scan au début du mondial, Karim Sefiani, journaliste de la rédaction, prévenait d'une réelle possibilité d'un exploit des Lions de l'Atlas. Franchement, on a beau vivre désillusion sur désillusion ces dernières années. Je pense que pour cette édition, on a vraiment nos chances. On a une équipe structurée par le nouveau coach. On a vu par rapport aux matchs amicaux qu'il y avait un apport de ce coach tactique ou mental par rapport aux joueurs. Et je pense qu'on a réellement nos chances aussi parce que le groupe dans lequel on est tombé, il n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire en fait. Donc quart de finale, je pense possible. Demi-finale, ce serait vraiment... fantastique. Et cette Coupe du Monde a mis en avant un concept, celui de la NIA. Et vous, quel a été l'événement marquant de l'année 2022 ? À quoi vous attendez-vous pour 2023 ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag Tel Quel. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.